Nous voilà sur la séquence les filières de qualité et les flux, donc avec une présentation, et j'accueille avec nous Valentin Bellassem. Valentin, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, vous allez nous présenter une séquence sur la performance économique, environnementale et sociale des filières de qualité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc Valentin, vous êtes directeur de recherche en économie et impact environnementaux à l'UMR Césaire. Et donc, je vous laisse la parole pour cette présentation. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les résultats d'un projet de recherche européen sur l'évaluation de la performance environnementale, économique et sociale des filières de qualité. Comme vous avez vu, ça a impliqué beaucoup de recherches, donc, beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs, et je suis chargé de vous en faire le résumé. Je vais d'abord vous présenter où est-ce qu'on en était avant le projet. Ensuite, je vais passer un petit peu de temps sur la méthode, notamment parce qu'elle est reproductible. Enfin, je vous ferai un zoom sur un des cas d'études qu'on connaît bien dans la région, le comté, et je vous présenterai les résultats à l'échelle européenne. Alors, ce qu'on entend par filière alimentaire de qualité dans ce projet, ce sont deux grands types de labellisation. Les indications géographiques, donc à la fois les AOP et les IGP, et les produits biologiques. Donc ce sont deux certifications qui ont des objectifs initiaux distincts. Pour les indications géographiques, il s'agit de certifier un lien au terroir et au savoir-faire locaux, alors que pour les produits biologiques, il s'agit essentiellement de certifier l'absence d'intrants de synthèse dans les processus de production. Mais ce qui nous a intéressé, nous, c'est en quoi ces cahiers des charges initiaux peuvent ou non déborder sur d'autres aspects de la durabilité, comme la performance économique, les performances environnementales diverses et les performances sociales. Alors, qu'est-ce qu'on savait avant nous? Eh bien, sur les indications géographiques, relativement peu d'études, notamment parce que les indications géographiques ne sont pas renseignées dans les bases de données européennes sur lesquelles on fait traditionnellement des études économiques, comme le RICA côté exploitation agricole ou comme Amadeus côté industrie agroalimentaire. Et donc, les recherches sur le sujet sont essentiellement basées sur des cas d'études, ce qui prend beaucoup de temps pour collecter l'information. Et donc, on a du mal à faire des analyses statistiques à large validité externe. Et en plus, ces études étaient principalement focalisées sur la performance économique. Donc, je vous en cite une ici. Comme vous pouvez le voir rapidement à travers les chiffres, par exemple en termes de marge additionnelle, les indications géographiques ont tendance, c'était déjà montré avant, à générer pour les producteurs une meilleure marge, donc on va dire à être plus performante économiquement. Alors, pour l'agriculture biologique, l'état de l'art là est un peu plus fourni, notamment parce qu'on les retrouve dans le RICA, mais on va dire pas tout à fait complet et incertain. Sur les indicateurs économiques, il est étudié que depuis 5 ans, on va dire à peu près, avec des résultats qui varient un peu suivant les pays. Donc vous pouvez voir par exemple sur l'exemple du lait à gauche, un avantage assez net pour les producteurs de lait bio en France en termes de performance économique, alors qu'il est beaucoup moins net pour les producteurs autrichiens. Et ça peut même s'inverser, donc par exemple pour le cas des productions végétales en Espagne, avec une performance économique moins bonne pour les producteurs bio. Pour ce qui est de la performance environnementale, elle a essentiellement été évaluée à travers l'analyse de cycle de vie et les études récentes trouvent une performance plutôt meilleure de l'agriculture biologique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se refuse, bien qu'on déduise ça des résultats bruts, les études elles-mêmes se refusent à conclure à cause de l'hétérogénéité méthodologique des analyses de cycle de vie sur lesquelles elles sont basées. Alors,
Ben, nous, par rapport à ça, ce qu'on voulait apporter, c'est de couvrir les principaux points de performance sociale, environnementale et économique, avec une méthode homogène pour éviter le défaut que je vous ai présenté avant, et sur un nombre de cas substantiel afin d'avoir une puissance statistique minimale. Donc pour ça, on s'est rendu compte finalement qu'au début, on comptait reprendre des indicateurs existants. On s'est rendu compte que c'était impossible parce que finalement chaque étude a besoin quasiment de ces indicateurs, mais néanmoins on est reparti comme base de travail des indicateurs définis par la FAO dans son document SAFA. Alors, ce qu'on cherchait à faire, c'est arriver à ce type de graphique-là. Donc vous le voyez là pour nos 3 études de cas pilotes sur lesquelles on a testé la méthode, le parmesan, le comté et les framboises bio. C'était finalement un diagramme de performance avec en bleu les performances économiques, plusieurs indicateurs, en vert les performances environnementales, plusieurs indicateurs, et en rouge les performances sociales, là aussi plusieurs indicateurs. Et ce qu'on cherchait à évaluer, c'est la différence de performance, donc exprimée ici en pourcentage, entre le produit certifié et le produit conventionnel, pour voir est-ce que le produit certifié est plus performant ou pas, qu'est-ce qui explique, le cas échéant, une différence de performance, et est-ce qu'il y a des différences de surperformance ou de sous-performance entre les différents produits certifiés. Alors pour ce faire, on avait un cahier des charges assez contraint dans le projet, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois qu'on couvre les différents aspects, mais il fallait le couvrir en 3 mois pour que ce soit faisable, en 3 personnes mois, pour que ce soit faisable dans le cadre du projet, que ce soit applicable à tous les types de produits alimentaires européens et même certains exemples non européens, et enfin que ce soit facile à comprendre pour les parties prenantes du secteur alimentaire. Donc, l'une des idées forces, pour couvrir ce cahier des charges, ça a été de partir de données et de variables qui étaient disponibles dans les bases existantes ou qui étaient relativement faciles d'accès via des interviews avec des parties prenantes clés. On a donc testé ça sur 3 cas pilotes et ensuite on l'a déployé sur 26 études de cas à travers 3 grands types de secteurs: le secteur des productions végétales, le secteur des productions animales et le secteur des produits de la mer. Alors, juste pour vous donner une idée, l'information qu'on a collectée, 6 grands types de variables, des variables sur l'économie des firmes, des variables sur la localisation des intrants, des productions et de la consommation, des variables sur les caractéristiques techniques des fermes, comme le rendement, etc., des variables sur la consommation d'eau et d'énergie, des variables sur la structure de la chaîne de valeur et le pouvoir de négociation, et enfin des variables sur l'emploi. Je l'ai déjà dit, source de données, du coup résultant de notre stratégie, dans la mesure du possible des données secondaires venant d'Eurostat, d'Eurica, de rapports existants via des enquêtes déjà réalisées dans les filières, et quand ce n'était pas possible, eh bien, source de données primaires, soit par des enquêtes, soit par de l'élicitation de savoir experts. Alors, ce qu'on a appris qui était clé dans la méthode pour obtenir des résultats fiables, c'était d'avoir plusieurs personnes sur le même cas. Une personne qu'on a appelée le case study conducteur, donc qui était chargé de récolter les informations et qui est distincte du coordinateur d'indicateurs qui, à partir des variables que lui remonte le conducteur d'études de cas, va estimer l'indicateur. Et ben, les multiples interactions que vous pouvez voir là entre ces 2 personnes permettent de garantir un contrôle qualité et soit d'éliminer, soit de rectifier des données aberrantes suite à des erreurs de saisie, par exemple, ou d'autres sources. Alors, pour vous montrer un peu ce que ça donne, j'ai pris, pour illustrer l'exemple du comté, un produit emblématique de notre région élargie. Donc, le comté, c'est plus de 60 000 tonnes de production de fromage en 2015, c'est-à-dire 30% de la production française de fromage sous indication géographique. Donc, on voit bien que c'est un acteur dominant du domaine. Et
Et donc, ce que vous voyez à droite, c'est l'un des attendus du projet, c'est-à-dire une description de la chaîne de valeur avec ces différentes étapes clés, donc des fournisseurs d'intrants, en passant par les producteurs de lait, les différents transformateurs et la distribution. Donc, ce sont des informations que je ne vais pas détailler, mais que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse, à travers un livre dans lequel chaque chapitre est dédié à l'une de nos 26 études de cas et dans lequel on retrouve la description du produit, de sa chaîne de valeur et de sa gouvernance, un tableau récapitulatif du cahier des charges du produit sous signe de qualité, comparable entre les différents produits, et enfin, une évaluation de la performance économique, sociale et environnementale du produit et son interprétation, donc interprétation co-établie entre le coordinateur d'indicateurs et le conducteur d'études de cas. Alors, si je prends un exemple là pour vous montrer ce que vous pouvez trouver, donc là c'est le diagramme de performance du comté, et par exemple on peut voir sur la performance, la performance en termes de renouvellement des générations, que le comté est plutôt meilleur que son alternative conventionnelle, il attire plus de jeunes, et ça s'interprète notamment par deux éléments parmi plusieurs, hein, le meilleur prix du lait à compter, donc qui fait que le comté est plus rentable, ce qu'on voit aussi sur l'indicateur performance économique, et donc qui permet d'attirer plus facilement de jeunes éleveurs, mais aussi le sens donné au métier qui est plus fort en zone AOP comté que dans le lait conventionnel. Alors, maintenant, quand on regarde l'ensemble de nos études de cas et les différentes performances, on arrive à ce diagramme-là sur lequel je vais passer un petit peu de temps. Donc, comment le comprendre? Donc, toujours, ce que vous pouvez voir sur l'axe horizontal, on regarde la différence de performance entre l'indication, le produit certifié et sa différence et son équivalent, sa référence conventionnelle. Donc, si on se trouve à droite, c'est que le produit certifié est plus performant. Donc, vous pouvez le voir par exemple ici sur la marge opérationnelle. Et donc, vous avez un diagramme en moustache classique. Vous voyez à la fois la médiane est supérieure et également même jusqu'au premier quartile. Et donc, en bleu, vous avez les indicateurs de performance économique, en vert, les indicateurs de performance environnementale, et en rouge, les indicateurs de performance sociale. Ce qu'on voit et quand l'indicateur est marqué en gras, c'est qu'il est significativement différent et en général supérieur pour le produit certifié que pour le produit conventionnel. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que ces différences significatives, on les voit à la fois sur la plupart des indicateurs de performance économique, donc prix, marge, pas pour l'export, mais par contre pour les retombées économiques locales, et qu'on le voit également pour plusieurs performances sociales. Donc à la fois l'intensité en travail, la répartition du pouvoir de négociation et le niveau d'éducation. Ça semble être le cas aussi, mais ce n'est pas significatif pour le renouvellement des générations. Et par contre, il n'y a pas de meilleure répartition du travail entre les genres dans les filières certifiées. Par contre, pour les indicateurs environnementaux, à deux exceptions notables que sont l'usage d'eau d'irrigation, donc un moindre usage d'eau d'irrigation dans les filières certifiées, et les food miles, donc la distance cumulée parcourue par les produits. Sinon, les indicateurs classiques de performance environnementale à la tonne, comme l'eutrophisation, donc la pollution au nitrate, ou l'empreinte carbone, ne sont pas significativement différentes entre les productions certifiées et leurs références conventionnelles. Autre observation qu'on peut faire sur ce graphique, c'est l'importante hétérogénéité entre les différents produits certifiés. Vous le voyez, les boîtes à moustaches sont assez larges. Ça, ce qu'on peut en dire, c'est que ça veut dire que eh bien, même quand il n'y a pas de différence significative, il reste des marges de progrès importantes pour certains produits qui pourraient s'inspirer d'autres et
et donc progresser dans leur performance. Enfin, si vous regardez le N, donc qui vous indique le nombre d'études de cas sur lesquelles on a pu estimer l'indicateur, vous pouvez voir aussi que certains indicateurs sont plus difficiles à estimer que d'autres, hein. Les données brutes sont parfois plus difficiles à accéder. Ensuite, ce qu'on a pu regarder également en termes de résultats, c'est les synergies et les antagonismes entre les différentes performances. C'est ce que vous pouvez voir là sur ce graphique de corrélation. Donc, en bleu, ça indique une corrélation négative entre deux indicateurs, alors que en rouge, ça indique une corrélation positive. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, si on regarde la corrélation avec la marge, donc operating margin ici, c'est que ça c'est corrélé positivement avec le niveau d'éducation des acteurs et le renouvellement des générations. Donc ça, on l'interprète en se disant que de meilleures marges attirent des travailleurs jeunes et que par ailleurs, le niveau d'éducation permet aussi sans doute de meilleures marges. Donc je vois que le temps passe, donc je ne vais pas développer tous les exemples un par un de ce diagramme de corrélation. Donc, pour conclure, et c'est pour ça aussi que j'ai passé autant de temps sur la méthode, c'est que ça nous a permis quand même de développer cette méthode qu'on estime reproductible et du coup qu'on a rendue disponible. Alors pour l'instant, on va dire sur requête par mail, mais d'ici quelques mois, dans un jeu de données ouvert, vous trouverez à la fois comment récolter les données, comment un outil qui permet de bien les renseigner et de les transformer en indicateurs, et enfin, l'ensemble des résultats, indicateur par indicateur, niveau de la chaîne de valeur par niveau de la chaîne de valeur, de manière à pouvoir se comparer avec les cas d'études déjà traités. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Valentin pour cette présentation de la performance économique environnementale et sociale des filières de qualité. Alors tout de suite une question, mais je pense qu'en partie vous y avez répondu. La méthode présentée est-elle applicable uniquement à des filières type comté, parmesan ou à des exploitations individuelles ou des sociétés ? Alors, elle est tout à fait applicable à des exploitations individuelles ou des sociétés, même si ce n'est pas pour ça qu'elle avait été conçue. Ce que je peux peut-être juste rajouter sur ce point, c'est qu'elle a été en tout cas conçue pour être applicable même sur des filières qui ne sont pas ultra étudiées, comme le sont le comté et le parmesan. Dans le projet, on a étudié par exemple les moules de Bouchot, qui est une AOP française sur les moules, mais aussi des indications encore plus petites, comme certaines pommes AOP en Grèce, sur lesquelles il n'y avait pas forcément énormément de données préexistantes. Alors, finalement, une question, puisque cette méthode a été mise en place autour des filières de qualité, est-ce que cette méthode et les résultats obtenus, ça légitime les filières de qualité ou on se rend compte que finalement, hors des filières de qualité, il y a des performances aussi importantes ? Eh bien, ça dépend des indicateurs, c'est-à-dire que ce qu'on a pu voir, et ce qui est rassurant, par exemple sur les indications géographiques, c'est qu'elles sont performantes là où elles sont attendues. A priori, les indications géographiques, elles sont construites, comme je l'ai dit, sur un lien au terroir, sur des savoir-faire traditionnels. Donc, on les attendait plutôt sur les indicateurs emploi et retombées économiques locales. Et là, effectivement, elles sont surperformantes sur ces points. Par contre, elles ne sont pas tellement légitimées que ça sur un discours qui est montant sur la performance des indications géographiques en termes environnementaux. Notre étude montre que oui, certaines surperforment, ou que sur certains indicateurs, il y a surperformance, mais c'est loin d'être général. Et je dirais, c'est normal, puisque ce n'est pas leur cœur de métier initial, même si elles sont en train d'aller vers ça. Alors justement, on parle de surperformance sur certains indicateurs. Est-ce que les filières de qualité peuvent améliorer leur performance environnementale? Ou est-ce que, dans ce que vous avez constaté, il y a des surperformances en environnement? Alors oui, pour certaines, et je n'ai pas eu le temps de présenter ça, mais l'un des autres livrables de ce projet, c'est un outil en ligne finalement qui permet de naviguer
d'une certaine manière dans le livre que je vous ai montré, en allant chercher ce que font telle ou telle indication géographique sur, par exemple, le domaine de la gouvernance ou sur le domaine de l'emploi ou sur un domaine environnemental comme, on va dire, la pollution au nitrate. Et comme ça, d'aller chercher les pratiques mises en œuvre ici et là pour améliorer tel ou tel, enfin, et qui ont conduit à améliorer tel ou tel aspect de la performance, parce que bien sûr, l'une des idées, c'était de donner des idées aux différentes filières sur les moyens d'améliorer dans le temps leur performance environnementale. Alors du coup, cette méthode, est-ce qu'on pourrait la transposer à des exploitations non inscrites dans les filières de qualité pour finalement avoir un indicateur de performance globale? Alors tout à fait, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait, hein. En fait, j'ai dit qu'on avait étudié 26 produits, mais en fait on en a étudié 52, puisque à chaque fois qu'on étudiait une filière certifiée, on étudiait aussi un équivalent conventionnel. Et donc la méthode elle a déjà été déployée sur 26 filières conventionnelles équivalentes. Je pourrais détailler, si vous le souhaitez, comment est-ce qu'on les a sélectionnées. Mais donc, pour répondre à la question, ça a déjà été fait, donc c'est tout à fait possible de déployer la méthode en 3 personnes mois sur une filière conventionnelle. Alors, vous avez parlé de beaucoup d'hétérogénéité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des grosses différences entre les filières animales et les filières végétales? Oui, pas systématiquement. Il faudrait que je me remette en tête bien tous les résultats, mais je peux vous donner un exemple. Sur l'exemple de l'empreinte carbone, l'une des avancées de notre étude, c'est qu'elle permet de mettre en évidence une différence significative pour les filières végétales en bio. Hein. On trouve environ 10% d'empreinte carbone en moins pour les filières végétales bio. Et là, ça s'explique par le fait qu'en bio, bien comme on n'a pas d'engrais minéraux, on supprime la première source, on va dire, d'empreinte carbone dans ces filières-là. Et certes, c'est partiellement compensé par une baisse de rendement, mais quand même, ça ne compense pas totalement. Alors que dans les filières animales, la structure des émissions de gaz à effet de serre est très différente. Il y a un poids très important, notamment du méthane, lié à la fermentation entérique, et donc on n'a pas un effet aussi net des réductions d'émissions, et donc on n'observe pas de différence significative sur les productions animales. Il y a sans doute d'autres exemples, mais je ne les ai pas tous en tête. Merci Valentin. Alors effectivement, là, il y a eu une première vague de questions non-stop. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe à la présentation de iFood, et puis on refera un petit point, une petite vague de questions communes aux deux présentations. Donc, je crois que iFood est avec nous. iFood, tu nous entends ? Oui, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour, donc iFood, tu es maître de conférence en économie, enseignant-chercheur à AgroSup Dijon, et tes travaux de recherche se font au sein de l'UMR Césaire. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la thématique les bassins d'approvisionnement de la ville, du concept à la mesure. Quelle application pour les villes françaises ? Oui, c'est bien cela. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Ma présentation aujourd'hui porte sur le concept de bassin alimentaire, et elle interroge la possibilité d'application de ce concept aux vignes françaises. Je vais suivre une présentation assez classique en 4 points. Tout d'abord, je vais présenter ce concept de bassin et la question de recherche qui est liée. Ensuite, ce sera la méthodologie et les données utilisées. Au 3e point, je vais présenter le résultat suivi par une discussion courte et on termine par une conclusion. Alors, sur le concept, le bassin alimentaire ou food chain en anglais, c'est un concept à la fois ancien et nouveau. Ancien parce que dans le passé, toutes les vignes ont un bassin. C'était à l'époque où le commerce se faisait surtout à faible distance et où les vignes s'approvisionnent essentiellement de son espace rural qui les entoure. On parle de hinterland et on trouve dans la littérature scientifique, par exemple, l'ouvrage de l'économiste allemand von Thunen en 1826, L'État isolé,
qui parle de l'organisation des activités agricoles autour de la vigne. Au fur et à mesure que le commerce se développe, les marchandises viennent de plus loin et on ne fait plus attention à l'existence ou pas des bassins alimentaires, jusqu'à ce que ce concept est revisité en fin du XXe siècle, cette fois-ci par les écologues et les sociologues militants qui dénoncent les impacts négatifs du système alimentaire dominant. Le bassin alimentaire prend donc un visage nouveau. Il renvoie à une zone de production qui est géographiquement délimitée autour de la vigne et qui alimente les consommateurs urbains de façon naturelle, je mets entre guillemets, ce qui sous-entend qu'il y a une certaine harmonie avec la capacité de l'écosystème. Grâce à la détermination d'un bassin, on pourrait reprendre, enfin on espère reprendre la maîtrise de ce qu'on mange. Identifier le bassin pour un produit, c'est de lui donner une origine, c'est de l'attacher à un lieu et donc d'établir un lien de confiance. C'est la raison pour laquelle ce concept va rentrer donc dans l'agenda politique dans un certain nombre de villes, donc notamment en Amérique du Nord, comme par exemple Toronto, Chicago, New York, Philadelphie. Il est aussi très mis en avance par la FAO dans son modèle alimentation ville-région, City Region Food System. Il y a une volonté ici de refaire la planification agricole, mais à la façon nouvelle, à la façon occidentale, pour faciliter le développement des circuits courts ou des circuits de proximité à l'intérieur d'un périmètre proche. Notez ici que pour les vignes d'Amérique, les denrées peuvent venir de très loin sans qu'on sache exactement où elles ont été produites et donc avoir un bassin, c'est assez pertinent. Notez également que la planification agricole a existé et elle existe toujours dans plusieurs vignes dans les pays du Sud, tels que le Vietnam, mais c'est plutôt dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et non pas de faire la transition. Et donc l'idée commune, dans tous les cas, c'est de pouvoir reprendre le contrôle alimentaire dans la main des secteurs privés, en tout cas limiter le plein pouvoir des secteurs privés, mettre en place une planification qui peut être portée par des conseils alimentaires ou des instances démocratiques avec ou sans la participation des citoyens. Alors maintenant se pose la question si éventuellement on peut appliquer ce concept aux vignes françaises ou pas. La question c'est plutôt quelle serait la capacité productive des bassins alimentaires des vignes françaises si on les met en place. Traduit autrement, quelle est la disponibilité des produits agricoles primaires dans les bassins alimentaires autour des vignes françaises. Et donc pour ça, je propose en fait un modèle conceptuel pour mesurer le phénomène. Ici sur le graphique, on a deux éléments, les périmètres et les flux. Pour les périmètres, il y a deux périmètres, le périmètre de la ville qui est au centre, ou le périmètre de la consommation, et puis autour c'est le périmètre du bassin, c'est le périmètre de la production. Pour les flux, il y a trois types de flux. Quand les denrées sont produites dans le bassin et qu'elles sont envoyées vers la ville, que ce soit directement ou de façon indirecte par des intermédiaires, on parle des flux locaux. Il y a également des flux nationaux, entrants et sortants, c'est-à-dire que le bassin peut recevoir des flux qui rentrent d'autres territoires et il peut aussi envoyer les flux vers d'autres territoires. Et le troisième type de flux, ce sont des flux internationaux, c'est-à-dire les flux d'importation et d'exportation alimentaire. Donc pour faciliter la compréhension, donc il faut imaginer que le périmètre de la vigne, c'est le périmètre du pôle urbain. Donc, exemple, on parle de Dijon Métropole. Et puis pour les bassins, alors comme il n'y a pas de consensus sur ce que doit être le bassin, ce que je propose, c'est de varier les scénarios. On a trois scénarios. Tout d'abord, on a l'aire urbaine. On a ensuite le périmètre du département et puis le dernier scénario, c'est le périmètre de la région. Et donc, on va mettre en place un travail de simulation pour connaître la capacité de ces différents périmètres pour toutes les villes françaises. Ce travail consiste à déterminer à chaque fois l'offre alimentaire SD et la demande alimentaire DD. L'offre alimentaire, c'est le stock des aliments disponibles pour la population qui se trouve dans le bassin. Elle vient de trois sources. Tout d'abord, il y a les produits locaux qui sont issus du bassin, c'est PD. Ensuite, il y a le sonde des flux entrants et sortants. Et enfin, c'est la différence entre les flux d'importation et d'exportation.
Pour la demande, c'est plus simple, on multiplie la demande individuelle avec la population. Et tout cela pour calculer deux types d'indicateurs. On parle de l'autonomie potentielle, qui est mesurée par le rapport entre la part de la production locale sur la demande locale. Et on parle de l'autonomie réelle, qu'il s'agit de la part des produits locaux qui restent réellement sur le territoire par rapport à l'offre. La différence, c'est que dans l'autonomie réelle, on prend en compte des flux, c'est-à-dire qu'on prend en compte le fait qu'une partie de la production locale va être envoyée à l'extérieur du bassin pour des raisons différentes. Pour les sources de données, il y a plusieurs bases de données qui ont été utilisées, donc les données RPG pour les surfaces agricoles, les données SAA pour les rendements, qui permet de connaître le volume. Et j'insiste ici, c'est que nous avons fait le calcul simplement pour les produits végétaux, céréales, pommes de terre, légumes. Il n'y a pas de produits carnés, il n'y a pas de produits laitiers pour l'instant. On utilise également les données CITRAM pour les transports de marchandises entre les départements et les statistiques douanières. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans les résultats. Tout d'abord sur l'autonomie potentielle des céréales. Vous pouvez voir au niveau des aires urbaines, on voit sur les cartes que la plupart des aires urbaines françaises ont un bon taux d'autonomie potentielle en céréales. C'est la couleur de l'ocre. Donc, c'est pour les taux supérieurs à 2. Sauf certains cas du littoral sud et les zones de montagne, comme dans les Pyrénées et dans les Alpes, où ce taux-là est inférieur à 1. Des fois, il est proche de 0,2, tout simplement parce que ce ne sont pas des terres céréalières. Passer au niveau des départements, la plupart des départements français ont un taux supérieur à 2. Et quand on passe au niveau des régions, l'ensemble des régions françaises ont un taux supérieur à 2. Quand on regarde les pommes de terre, alors la situation change un peu. On voit que seules les agglomérations et les départements du nord de la France ont un bon taux. C'est la couleur rouge foncée sur la carte. Pour le reste, on a plusieurs aires urbaines et départements qui ont un taux inférieur à 1 et plusieurs sont inférieurs à 0,5 voire 0,2. Ce qui est rassurant, c'est quand on passe au niveau des régions, toutes les régions ont un taux supérieur à 2. Et pour terminer, par rapport aux légumes, on a une situation similaire. Les zones du nord et de l'ouest ont un meilleur taux que l'est et le sud-est. Toutefois, il importe de rappeler ici que ce bon résultat sont dus au fait que quand on parle des légumes, en fait, c'est un ensemble des légumes. Donc, il y a beaucoup de légumes fruits et de tubercules, tels que carottes, potiron, navets, et qui sont lourds en masse biologique. Et comme le taux d'autonomie est mesuré par le rapport de tonnage entre l'offre et la demande, du coup, ça donne un très bon taux. Mais si on regarde dans le détail, par exemple, si on prend un type de légumes spécifiques comme les salades ou les épinards, évidemment, on aura des ratios bien plus faibles. Nous avons aussi sélectionné un certain nombre de villes, enfin plutôt d'agglomérations, pour voir en détail ce qui se passe quand on change de périmètre. Donc ici, c'est le résultat de 9 agglomérations françaises, donc Dijon Métropole. Intuitivement, on peut penser que plus le périmètre du bassin est rond, plus le taux d'autonomie potentielle sera rond. Et ça se confirme pour un certain nombre de cas, enfin pas mal de cas, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, on voit que le taux peut diminuer dans certains cas quand on va vers un périmètre plus grand. Par exemple, pour Dijon Métropole, quand on change de département en région, en céréales, finalement, ce taux diminue. Ou bien, pour Clermont-Ferrand, on a la même situation. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, c'est parce que quand on a un périmètre plus grand, eh bien, la surface de production est plus grande sans doute, mais la population à nourrir peut être aussi plus grande. Et donc, tout dépend de la répartition de la population dans l'espace. Et notamment, quand dans un périmètre, on peut avoir 2 ou 3 agglomérations. Donc, le fait de prendre un périmètre plus grand, finalement, ça oblige à partager le stock avec les autres agglomérations. Et du coup, ce taux diminue. Alors maintenant, pour terminer, je fais un zoom sur la région de Bourgogne-Franche-Comté et justement, c'est pour intégrer les données sur les flux que je n'ai pas pu faire pour toutes les villes, donc j'ai simplement fait pour Dijon Métropole.
Alors, j'ai utilisé les données Citram et des données du commerce extérieur. Donc, quand on regarde, ce qui est assez frappant, c'est que quand on veut connaître l'autonomie réelle, on voit que c'est nettement en dessous de l'autonomie potentielle. Au titre d'exemple, en céréales, on passe d'un taux potentiel de 9 pour la urbaine de Dijon et un taux réel de 0,21. Ou pour des légumes et pommes de terre, quand on regarde le niveau des départements de la Côte d'Or, eh bien, on va d'une autonomie potentielle de 1 vers une autonomie réelle de 0,04. Donc cette diminution est due au fait que la production locale, qui est réellement consommée, elle est faible. Ça veut dire qu'on peut produire beaucoup dans le bassin, mais une grande quantité de cette production a été envoyée à l'extérieur pour des raisons différentes. Donc, on peut citer, par exemple, pour être transformé ou stocké par les grossistes. Ainsi, la part estimée des produits locaux qui sont réellement consommés sur place devient plus faible. Alors, après avoir vu tout ça, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les bassins alimentaires aujourd'hui, ils ne sont pas officiellement reconnus en France, mais quand on regarde, on a un assez bon taux d'autonomie potentielle à partir du niveau des départements. Ce qui est plus interrogeant, c'est plutôt le fait que le taux d'autosuffisance est toujours plus faible que l'autonomie potentielle, et c'est parce que les chaînes de valeur, ils suivent d'autres logiques que la logique administrative, donc ils ne sont pas limités par les fonctions administratives. Cette étude connaît toutefois un certain nombre de limites. Tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'absence des produits carnés et laitiers. Ensuite, il n'y a pas encore de données sur le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que l'ensemble de la production locale peut être utilisée pour satisfaire la demande locale, alors qu'il y a le gaspillage. Ensuite, c'est le problème des produits agrégés. La diversité des produits, c'est le plus grand défi. Et je pense que quand on regarde les produits de façon séparée, on aura des taux bien plus faibles. Et le dernier point, je pense que c'est le point le plus important, c'est que pour l'instant, on est sur l'autonomie alimentaire, mais on ne connaît rien sur les impacts environnementaux de la production. Donc, on sait qu'on est autonome, mais on ne sait pas si c'est bon ou pas bon pour l'environnement. Donc, pour conclure, dans cette présentation, nous avons un modèle de planification agricole qui peut être généralisé pour les produits agricoles primaires. Les départements et les régions françaises ne sont pas si dépendants de l'extérieur si on regarde l'autonomie potentielle, mais on sait que l'autonomie réelle est bien plus faible. Et pour les pistes de futures recherches, il est important de connaître la performance environnementale de ces produits locaux, des filières territoriales. Et pour cela, je pense que l'étude de Valentin sera très, très utile. Je vous remercie. Merci Aïfou pour cette présentation. Alors, les questions vont arriver, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une première pour voir si j'ai bien compris. Par rapport au taux d'autosuffisance, si on prend l'exemple de la pomme de terre, donc tu as donné l'exemple, par exemple, dans les Hauts-de-France, où effectivement, on a le sentiment qu'il y a une autosuffisance. Mais est-ce que c'est la pomme de terre qui va directement du producteur chez le consommateur, ou dans cette étude, vous tenez en compte la transformation ? Est-ce que, par exemple, les pommes de terre produites en Picardie, qui vont chez McCain et ensuite repartent au supermarché dans les Hauts-de-France, elles rentrent dans l'autosuffisance, ou à partir du moment où on n'est plus dans une industrie de transformation qui est plus sur le territoire, est-ce que c'est sur ces éléments-là que vous faites l'étude ? Alors, tout dépend. Donc, pour l'autonomie potentielle, on ne regarde pas s'il y a transformation ou pas, ou s'il y a des flux entrants et sortants ou pas. Tout ce qu'on fait, c'est de regarder le niveau de production locale et on fait un rapport à la demande pour voir si le taux est supérieur à 1 ou pas. Donc potentiellement, on est autonome. On ne sait pas si réellement c'est le cas. Alors, concernant l'autonomie réelle, cette fois-ci, effectivement, on regarde les flux. Mais pour l'instant, sur les bases de données, en fait, on a les flux logistiques, c'est-à-dire on sait que les produits ont été envoyés à l'extérieur, mais on ne sait pas pour quelle raison. Et donc, on ne voit pas la chaîne de valeur. Donc, malheureusement, on ne sait pas. Alors, effectivement, des questions qui peut-être on a l'impression d'être néophyte face à ce sujet. Alors, Aïfou, peut-on envisager ou voit-on une variabilité saisonnière en termes d'autonomie ? C'est tout à fait possible, mais tout dépend de la disponibilité des données.
C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui est mesuré, c'est le volume produit et consommé pendant un an. Et du coup, ça masque tous les problèmes de saisonnalité. D'accord. Donc les études ne permettent pas de montrer cette finesse ou ce relief lié aux saisons. Malheureusement, non. D'accord. Merci. Alors, j'attends vos autres questions. Tout à l'heure, sur les modèles qu'on a étudiés dans les exemples de villes en France, on a vu une sorte d'opposition entre grandes villes et puis métropoles de taille plus réduite. Finalement, pourquoi on ne peut pas mener... Enfin, tu l'as expliqué, mais pourquoi on ne développe pas plus ce concept de bassin alimentaire en France, alors qu'on a l'impression que dans d'autres... à l'international, c'est un concept qu'on retrouve plus? Alors, c'est une question assez complexe. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est sans doute parce qu'en France, on a depuis un certain temps, ce qui compte, c'est la qualité des produits et on cherche à exporter. Du coup, on sait qu'on est autonome, mais à quelle échelle, la question ne s'est pas posée. Et à un moment, on voulait reprendre le contrôle du système alimentaire. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plusieurs villes, il y a plusieurs EPCI qui cherchent à établir des plans d'action qui reposent effectivement sur le concept de bassin. Mais là, on confronte à une difficulté majeure, c'est que les villes françaises, en tout cas les territoires, n'ont pas de compétences juridiques nécessaires pour pouvoir planifier. Et donc, je pense que ça fait partie des raisons du pourquoi on ne voit pas beaucoup. D'accord. Alors, on va continuer un peu sur l'international. Tu as parlé du Vietnam. Qu'en est-il de l'autonomie réelle dans certaines villes du Vietnam? Alors, sur le cas du Vietnam, effectivement, nous avons un projet qui est en cours, c'est le projet Food2C, qui cherche à connaître comment les villes vietnamiennes sont approvisionnées. Parce que vu de loin, on a l'impression que ce sont des villes qui mobilisent très bien le concept de bassin alimentaire, justement parce qu'il y a un État fort qui impose la planification. Alors, quand on est arrivé sur place, ce qui nous a frappé, c'est finalement, ils ne connaissent pas plus que nous d'où viennent les denrées, d'où viennent des aliments. Et effectivement, il y a une planification, mais il y a un décalage assez important entre ce qui est planifié et ce qui se passe sur le marché. Je pense que les villes vietnamiennes n'ont pas des taux d'autonomie mauvais, mais c'est très compliqué de dire s'ils sont bons ou pas. À travers les 2 cas d'études que nous avons fait au Vietnam, une ville de taille moyenne comme Dijon suit un produit emblématique, ce sont des légumes. Et bien, on se rend compte que cette ville-là n'a pas d'autonomie du tout en légumes. Tout simplement parce que les conditions agronomiques ne permettent pas de développer des légumes autour. Et pour un autre cas, la ville de Hanoï, qui a une très grande agglomération avec 9 millions d'habitants, eh bien, cette agglomération n'est pas du tout autonome en légumes. Alors, autre question, un peu à l'exemple des indicateurs de performance présentés par Valentin, est-ce qu'on pourrait imaginer des indicateurs de performance qui pourraient permettre de comparer le niveau local au niveau national? Alors, je pense que ça s'adresse aussi bien à Yifou qu'à Valentin, mais je ne sais pas si on peut transposer. Oui, mais c'est quelque chose qu'on a un peu en tête avec Yifou, je pense. L'idée, c'est pour comparer, je pense, le local et le non local, ou le local et le national, c'est qu'il faut avoir une bonne reconstitution des flux. Il faut savoir d'où viennent les produits. Et donc, en tout cas, avec Yifou, c'est quelque chose qu'on a en tête dans un deuxième temps, c'est-à-dire quand il aura bien fini les travaux qu'il vient de vous présenter, et notamment, justement, moi j'avais des questions sur voilà, visiblement les flux sortants, on n'arrive pas encore bien à voir, ça je serais curieux des précisions, mais une fois qu'on arrivera à bien reconstruire ça, disons que c'est un prérequis pour
pour comparer les deux échelles ou l'empreinte environnementale, par exemple, de deux bassins d'approvisionnement, il me semble. Alors, du coup, je pense que la question suivante, anonyme, vient de Valentin. Il vient de se dénoncer. La base Citram n'indique pas vers où vont les aliments qui sortent d'un département. Effectivement, on parle de l'autosuffisance, mais est-ce que les indicateurs nous expliquent où ils vont? Si, la base Citram dit très bien d'où viennent les aliments. Il y a des flux. En fait, on a un point de départ, c'est le département qui envoie. Et on a un point d'arrivée, c'est le département qui reçoit. Donc on connaît les flux. Mais en tout cas, ça reste des estimations, c'est-à-dire ce n'est pas des mesures empiriques, c'est le résultat d'un travail de prélèvement aléatoire. Et suite à cela, on fait l'extrapolation et on fait l'hypothèse qu'il y a tant de volumes qui passent entre deux départements pour chaque type de produit. D'accord. Alors, on dit souvent pour qu'une ville soit autonome d'un point de vue alimentaire, elle devrait s'accaparer la totalité de son territoire. Si elle le fait, y a-t-il pas un risque de concurrence ou de lutte entre l'urbain et le rural sur cette question de l'autonomie alimentaire? Donc, j'imagine que c'est pour moi. Oui. Oui. Donc, mais justement, le modèle du bassin alimentaire, c'est d'éviter de confondre le périmètre de consommation avec le périmètre de production. On a le périmètre de la vigne, où il y a les consommateurs, et dans lequel il est effectivement possible d'avoir des activités d'agriculture urbaine ou périurbaine. Enfin, en tout cas, il peut avoir l'activité de production. Mais il ne faut pas penser que cette production doit être limitée par le périmètre de la vigne, parce que la vigne doit reposer sur l'espace qui l'entoure, il doit reposer sur un bassin. Et c'est ce qui est mis en avant dans le modèle de la FAO, c'est-à-dire que la vigne doit reposer sur l'espace rural qui l'entoure, enfin, en tout cas, un espace qui est plus grand. Autrement dit, elle ne sera jamais autonome. La fonction principale de la vigne, ce n'est pas de faire la production agricole. Et justement, alors sur cette autonomie alimentaire, dans quelle mesure la spécialisation agricole des régions influence-t-elle leur autonomie alimentaire? Alors, question complexe également. Je pense que pour répondre, en fait, il faut voir quelle est l'échelle de planification le plus pertinent. Est-ce qu'aujourd'hui, les vignes doivent planifier ou est-ce que ça doit être fait à un niveau qui est supérieur? La spécialisation, c'est important parce qu'elle assure le rendement. Et justement, il faut trouver un compromis. Une des finalités de mon travail, c'est justement de montrer qu'en variant les chaînes, justement, on a des résultats différents. Et ces éléments nous permettent de voir en plus clair à quelle échelle il faut agir. Merci. On entend souvent, voilà, les aires urbaines françaises ont des mauvais taux. Oui, parce que quand on regarde la définition d'une aire urbaine, en fait, c'est pas du tout un contour administratif, c'est pas du tout un territoire, c'est juste un espace qui est dépendant du pôle urbain. C'est selon l'INSEE, c'est un espace c'est l'ensemble des communes qui envoient plus de 40% des travailleurs vers le pôle urbain. Et donc, on a tendance à confondre des choses. Une aire urbaine, c'est pas fait pour faire la planification. Mais bon, pourquoi pas, si ça peut être utile, si ça peut être mobilisé, on peut le faire. Mais il faut regarder aussi d'autres périmètres. Alors une question qui s'adresse plutôt à Valentin, donc on va revenir, enfin il y a toujours un lien, mais on va revenir un peu plutôt sur la performance économique, environnementale et sociétale. Alors on se replace tout à l'heure dans le contexte. Est-ce qu'on pourrait donner, Valentin, des exemples d'éléments à ajouter au cahier des charges pour améliorer les performances? Alors effectivement, on avait des questions autour de la performance dans la filière et hors filière. Et est-ce que finalement, il y a des éléments récurrents sur plusieurs filières? On a vu des séparations entre la filière végétale et animale, mais finalement, est-ce qu'il y a un élément récurrent, des éléments qu'on peut rajouter ou pas? Oui, alors, je pense qu'il y a 2 points. Il y a déjà un premier point général, je dirais, qui est intéressant par rapport à cette question, c'est que les cahiers des charges
sont en train de se poser exactement cette question. Les indications géographiques, en tout cas certaines d'entre elles, se sont beaucoup posé la question de l'inclusion de clauses à visée environnementale dans leur cahier des charges. Il y a une initiative de l'INAO depuis 2015 pour aider les indications qui le souhaitent à aller vers ça. Et pour le bio, on a un petit peu la même question sur certains critères sociaux, comme l'emploi par exemple. Et donc ensuite, des exemples de ce qui peut être fait dans le domaine. En fait, on trouve des exemples de diverses natures. Je vais prendre un exemple qui est la fertilisation minérale, ou on va dire la surfertilisation minérale, qui pose divers problèmes, de performance économique, parce que c'est des intrants qui pourraient être économisés, de performance gaz à effet de serre ou de performance pollution en nitrate. Vous avez certains cahiers des charges qui mettent une limite directe. Donc pas plus de temps, donc l'exemple du comté, pas plus de 50 unités d'azote par hectare sur les prairies, l'exemple du bio bien sûr, pas de fertilisation minérale du tout. Et puis vous avez des appellations qui mettent dans leur cahier des charges des mesures indirectes. Par exemple, une AOP, une AOP de pommes en Grèce qui juste impose aux producteurs de faire une mesure du taux d'azote dans la feuille et d'avoir une séance ensuite de conseil avec la coopérative suite à cela. Donc pour voir en gros, est-ce que j'ai déjà un bon taux d'azote dans mes feuilles? Si oui, c'est pas la peine de mettre de l'azote en plus. Sinon, non, donc pas, en gros pas une limite stricte, mais une clause qui indirectement amène à une meilleure performance sur ce point. On peut penser aussi à des clauses sur le type d'alimentation animale. Par exemple, le parmesan impose un taux minimal de luzerne dans la ration des vaches, et donc ça rebondit un peu sur la présentation de Maë Guinet tout à l'heure, qui dit luzerne, dit en général meilleure performance environnementale. Merci. Alors maintenant, j'ai deux questions qui s'adressent à vous tous les deux. Alors la première question, c'est un peu la question qui pique et qui fâche. On dit souvent que les filières conventionnelles, on dit souvent que les filières conventionnelles, mais aussi les systèmes mondialisés, sont plus efficaces que les systèmes alternatifs ou localisés. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois plus productifs et elles auraient un impact environnemental à la tonne moins important. Du coup, question, faut-il vraiment changer de système? Alors, sur l'environnement, je pense que ce qu'on a montré, mais ce qui est cohérent avec la littérature, c'est que ça, c'est faux. Ce qu'on a montré, c'est qu'à la tonne, l'impact environnemental est équivalent. Équivalent, ça ne veut pas dire plus élevé pour les filières certifiées, attention. Donc ça va un peu contre une idée reçue, on s'attendrait à ce que les filières certifiées soient meilleures. Nous, ce qu'on montre, c'est qu'à la tonne, quand on prend l'indicateur à la tonne, elles ne sont pas meilleures, elles ne sont pas moins bonnes non plus, donc attention. Deuxième élément qui a trait à un autre volet du projet Strength to Food, donc qui a plutôt été travaillé par d'autres collègues, comme notamment Monia Saidi du Césaire, c'est sur l'impact environnemental des circuits courts versus circuits longs. Et là, ce qui est montré, c'est que effectivement les impacts négatifs environnementaux liés par exemple à des distances de parcours plus longs, eh bien, ils ont tendance à être compensés par les gains logistiques. Dit autrement, même si ça vient de plus loin, si ça vient dans des gros camions, ça émet à peu près autant que si ça vient de plus près, mais que ça vient dans un petit pick-up. Mais là, encore une fois, attention, ce que disent ces études sur les circuits courts, c'est que l'impact environnemental, finalement, il n'est pas meilleur pour les circuits courts, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il est moins bon. Premier point. Second point, la part du transport dans l'empreinte carbone, par exemple, ça reste une faible part. Donc en général, ce n'est pas ça qui va faire basculer la totalité de l'empreinte carbone en mieux ou en moins bien, d'avoir une composante de transport qui est un peu meilleure ou un peu moins bonne.
Haïfou, un complément par rapport à... Oui, justement, je voudrais compléter. Tout d'abord, je partage l'avis de Valentin là aussi, parce qu'on a discuté un certain nombre de fois et à chaque fois, je vois cet élément revient. Donc, au final, j'ai été convaincu, Valentin. Mais ensuite, je pense qu'il faut voir un peu plus large, c'est-à-dire que peut-être que le bilan dans l'ensemble sera pareil, ou voire même c'est mieux pour côté conventionnel, mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi l'impact sur des points spécifiques, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement. En fait, ils ne sont pas homogènes dans l'espace. On sait que les circuits longs, en fait, ils reposent sur la logique de la spécialisation. Et donc, pour pouvoir se spécialiser, on prend une zone et puis on augmente le rendement dans ces zones-là. Et ainsi de suite à chaque étape. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, peut-être que le bilan c'est le même, mais on peut très bien avoir des zones détruites par le problème de rendement à des endroits qu'on ne voit pas. Et justement, on parle de l'impact négatif parce que ça fait partie des choses finalement qui sont constatées par les gens qui vivent à cet endroit-là. Merci. Alors, on arrive vers la fin de cette présentation et du coup, ça y est, j'ai trouvé mon rythme. Moi, j'ai trouvé ma question de conclusion qui s'adresse à vous, à tous les deux. Valentin Haïfou, quelles seraient les conditions pour qu'un système alimentaire plus territorialisé, enfin, vous m'avez compris, soit performant environnementalement? Non, mais je pense que ça... J'ai compris la question et je pense que je vais rebondir sur la question précédente qui nous a été adressée. Peut-être qu'un élément que je n'ai pas donné quand même, c'est que là où je suis d'accord avec la question qui était est-ce qu'il faut vraiment changer de système, c'est que c'est pas en changeant le mode de production, dans le sens en tout cas des filières certifiées ou pas, qu'on va pouvoir atteindre des systèmes alimentaires durables. Le principal levier, je pense un peu dans la lignée de ce qui a été présenté par nos collègues du CSGA précédemment, c'est quand même de diminuer la part des produits animaux dans nos régimes alimentaires. Ça ne veut pas dire, encore une fois, devenir tous végétariens, mais ça veut dire grosso modo, diviser par 2 la quantité de protéines animales dans la ration. C'est ça qui permet d'aller vers plus de durabilité je pense, dans les territoires. Voilà. Alors, oui, en ce qui me concerne, je dirais que c'est une question que nous, on se pose également quand on travaille sur cette thématique. Et donc, effectivement, on continue à chercher la réponse. De mon point de vue, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, c'est une question qui nous occupe beaucoup et on a un projet de recherche qui est en cours, le projet Opérant, qui vise à connaître la performance environnementale des filières territorialisées et j'espère donc pouvoir communiquer ce projet-là à un autre moment. Merci pour cette conclusion. On a des objectifs bien précis. Je vous en remercie. Donc, on a abordé donc ensemble pendant cette heure et cette séquence les filières de qualité et les flux. Valentin Haïfou, merci pour vos interventions.